Suite aux conditions sanitaires, l'émission a dû être enregistrée à distance. Nous nous excusons à l'avance de l'éventuelle baisse de qualité. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Ici Radio Bablut. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à un sujet qui nous touche tout particulièrement, les étudiants à besoins spécifiques. En effet, notre service d'accompagnement pédagogique pour étudiants à besoins spécifiques de l'ASBL, le Troisième Œil, est connu et reconnu en éducation permanente depuis de nombreuses années. Et nous avons pu constater quelques tristes évidences. Le parcours des étudiants à besoins spécifiques ressemble au mieux à un grand labyrinthe ou à un chemin de croix, souvent long et tortueux, ponctué de manquements et d'incompréhension de la part des institutions. Alors, quel chemin, quelle voie possible pour sortir et se libérer de ce grand labyrinthe? Écoutons les témoignages des étudiants à besoins spécifiques, des professionnels de l'enseignement et autres acteurs directement concernés par le sujet. Louis Gutschmidt, étudiant à besoins spécifiques, interviewé par Anissa, membre de la SBL Le Troisième Œil. Bonjour Louis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Louis, j'ai 23 ans et je fais des études d'éducateur. J'aime beaucoup les contacts humains et apporter mon aide à ceux qui en ont besoin. Donc je trouve ça très utile. Je trouve que le domaine social, justement, c'est primordial pour rétablir un peu l'équilibre entre les individus et pour que tout le monde puisse vivre avec égalité dans notre société. Et donc c'est pour ça que je fais ça, pour que personne soit laissé de côté. Et donc à part les études, j'aime bien... j'ai beaucoup de passion, j'aime bien le sport, la nature, la culture. Je m'intéresse à beaucoup de choses différentes. Est-ce que tu peux nous parler de ton handicap? Oui, bien sûr. J'ai été diagnostiqué comme porteur de TDA, donc trouble déficitaire de l'attention, depuis que j'ai 17 ans. Donc c'était en 2015. J'étais en 5e secondaire. Et jusque-là, je savais pas que c'était entre guillemets normal, que j'ai plus de difficultés, donc je faisais avec, quoi. Heureusement, j'avais beaucoup d'aide de la part de mes parents. Sinon, je dirais qu'en général, ce qui me fait le plus défaut, c'est la concentration. Et en dehors des cours, j'ai des soucis d'attention, de distraction, qui sont parfois un problème. Mais en ce moment, j'essaye de les régler en prenant beaucoup de notes et en mettant des alarmes sur mon portable. D'accord, oui, donc tu as des astuces pour y pallier. Et quel autre type d'aménagement t'est proposé en cours notamment? Malheureusement, ils sont pas très très nombreux. Je dirais que principalement, j'ai plus de temps aux examens. On a une année, donc on a essayé moi, mes parents et les professionnels qui me soutenaient, on a essayé d'obliger les professeurs à me donner accès à leur syllabus, mais ceci n'était pas très volontaire, donc malheureusement ça s'est pas fait. Ah oui, donc il y a encore beaucoup de travail pour accéder, j'ai l'impression, à ces aménagements. Peux-tu nous en dire plus sur les démarches? Oui, donc comme je disais, c'était mes parents qui étaient forts derrière moi et puis certains professionnels aussi. À partir du moment où j'ai été diagnostiqué, l'école pouvait plus vraiment nier mes problèmes. Donc voilà, ce sont toute l'équipe qui était derrière moi qui se sont mis ensemble pour appuyer mes besoins et mes droits finalement. Et est-ce que tu penses que ces aménagements sont-ils suffisants? Alors, je ne trouve pas que ce soit assez, mais j'ai pris malheureusement l'habitude que les gens ne soient pas spécialement compréhensifs. Le problème, c'est que ces gens dirigent parfois des institutions et c'est dommage qu'ils ne soient pas formés.
est-ce que tu penses que pourrait-on faire pour améliorer la situation et qu'il y ait à l'avenir plus d'aménagements? Je dirais principalement de former les gens. Surtout moi qui étais dans des études sociales. J'étais très étonné d'être face à des gens qui n'étaient pas formés. Et voilà. Oui, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes stages? Est-ce que tu as rencontré des difficultés, par exemple au niveau aussi des aménagements? Donc mes aménagements au niveau des stages, c'était ce qu'on avait demandé, c'était que j'ai plus de temps pour les préparations, parce que pour l'instant c'était donc avant j'ai fait des stages en instit et donc j'ai demandé pour avoir plus de temps lors des préparations, pardon. Ce qui malheureusement n'a pas pu être possible pour me mettre entre guillemets, enfin c'était l'excuse, sur un pied d'égalité par rapport aux autres élèves, mais ce que je trouve un peu bête. De la part d'enseignants qui finalement ne respectent pas l'équité envers les individus. Donc pour répondre à la question, j'ai eu énormément de difficultés pendant mes stages parce que à chaque fois, mes maîtres de stage n'étaient pas formés au problème et j'ai eu qu'un seul maître de stage finalement qui était compréhensif parce qu'il avait un enfant dans le même cas. Et à ce moment-là, ça s'est très très bien déroulé. Est-ce que tu as, Louis, un message à faire passer aux auditeurs, que ce soit les autres personnes à besoins spécifiques, les autres étudiants ou les professeurs? Alors, pour ceux qui ne le vivent pas, je conseillerais de vous former parce que donc, l'éducation est le meilleur moyen pour changer les choses. Et donc, il faut être évidemment gentil avec tout le monde, il ne faut pas juger, parce qu'on a chacun ses problèmes et donc c'est ensemble qu'on sera plus fort. Après, pour ceux qui ont le problème, je leur dirais simplement d'être fort et de s'armer de patience pour que les mentalités changent. Et aussi de s'entourer de gens compréhensifs comme de la famille ou des amis si possible. Et évidemment des organismes spécifiques comme le Troisième Œil. Merci beaucoup Louis pour ton temps et pour ce beau message. Pas de souci, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Au revoir tout le monde. Alexandre, accompagnateur d'étudiants à besoins spécifiques et neuropsychologue, interviewé par Ashraf, membre de la SBL Le Troisième Œil. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ashraf, j'ai 26 ans et je fais partie de l'association Le Troisième Œil depuis 2013. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Alexandre Namlagui, je suis neuropsychologue et je suis également encadrant pédagogique au sein de l'association Le Troisième Œil depuis 2016. Vous faites partie d'une association des étudiants à besoins spécifiques. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc au sein de l'ASBL Le Troisième Œil, on a un service d'accompagnement pédagogique qui existe maintenant depuis environ 10 ans et qui accompagne les étudiants à besoins spécifiques. On reçoit des étudiants avec tout type de handicap. On a des étudiants malvoyants ou aveugles, des étudiants sourds, principalement des étudiants qui présentent des troubles d'apprentissage, donc tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, troubles d'attention, des étudiants à mobilité réduite aussi. Donc c'est vraiment un panel assez large d'étudiants, que ce soit en région de Bruxelles-Capitale, mais aussi en région wallonne et flamande. Et donc c'est tout un travail d'accompagnement qui va depuis la reformulation des cours, l'accompagnement aux examens, la synthèse des cours, l'aide à la relecture. On va également aussi à la rencontre des écoles parfois, lorsque cela s'avère nécessaire, pour peut-être mieux préciser les besoins des étudiants, leur expliquer ce qui peut être mis
en place. Donc c'est vraiment un accompagnement global qui ne se résume pas juste à lire les cours avec eux ou le reformuler. On fait également de la retranscription si nécessaire, si l'étudiant a besoin de ces cours de manière adaptée en fonction de son handicap. Donc on prend vraiment l'étudiant dans sa globalité. Vous, des enseignants, trouvez-vous qu'ils sont assez formés ? Alors pas assez, vraiment pas assez. Ça c'est une difficulté que je constate de manière récurrente. Quand je me rends avec l'étudiant pour expliquer ses difficultés, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme aménagement raisonnable, je vois que souvent je fais face à une incompréhension ou un manque d'information et de formation par rapport à la prise en charge de ces étudiants à besoins spécifiques. Très souvent, je remarque que ces aides sont prises comme un avantage en fait. Je suis souvent confronté à des professeurs qui me disent que finalement ce n'est pas équitable vis-à-vis des autres étudiants qui n'ont pas de besoins spécifiques et qui prennent ça pour un avantage, alors que ce n'est pas ça du tout et que moi je trouve que c'est vraiment le strict minimum pour que ces étudiants soient mis au même niveau que les étudiants qui n'ont pas de besoins spécifiques. Mais heureusement, tous les professeurs ne sont pas comme ça. J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer des professeurs avec qui l'échange est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus dans la compréhension. Et donc, du coup, on peut construire ensemble tout un plan d'accompagnement pour aider justement l'étudiant à poursuivre ses études de la manière la plus sereine possible. Mais effectivement, il y a encore tout un travail de sensibilisation qui doit être abattu. Et je trouve que c'est là-dedans qu'on doit vraiment s'investir le plus pour tendre vers la réussite de ces étudiants à besoins spécifiques. Diriez-vous que les étudiants à besoins spécifiques sont plus méritants que les autres ? Oui, tout à fait, on peut clairement parler de mérite, on peut aussi parler de courage, de volonté, et à titre personnel, je parlerai aussi d'admiration. Je suis vraiment admiratif de ces étudiants qui rencontrent un parcours vraiment très difficile, parfois chaotique, et qui se battent et qui luttent malgré tout pour faire valoir leurs droits déjà, pour faire comprendre leurs difficultés, parce que ça c'est toute une épreuve aussi, pour essayer de faire comprendre à leur entourage, aux professeurs, qu'ils ont des difficultés et qu'il y a moyen de trouver des aménagements ensemble. Mais parfois c'est vraiment très très compliqué d'y arriver. Il y a d'autres obstacles aussi qui nous paraissent anodins, mais qui sont vraiment parfois insurmontables. On peut prendre l'exemple ici du confinement et des cours à distance. Comment un étudiant à besoins spécifiques, par exemple qui a des troubles visuels, qui a une déficience visuelle, un autre trouble sensoriel, comment fait-il ou comment fait-elle pour suivre des cours à distance? Donc c'est tout un travail de réflexion qui doit être mis en place et de manière permanente et en fonction des circonstances, en fonction des événements qui se présentent. Et je vois des étudiants qui continuent malgré tout, et il y en a qui n'hésitent parfois même pas à étaler leur cursus académique sur le double des années. Par exemple, un cursus qui prend 3 ans, eh bien ils le font en 6 ans, et ils y arrivent malgré tout, ils réussissent à décrocher un diplôme, et ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait admirable. Donc on parlerait clairement ici de mérite, oui. Adama, membre de l'ASBL Le Troisième Œil, étudiante à besoins spécifiques, interviewée par Myriam, également membre de l'ASBL Le Troisième Œil. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Adama, donc j'ai bientôt 27 ans et actuellement je suis étudiante, je fais un master à l'ULB en sciences du travail. Pouvez-vous nous parler de votre handicap ? Alors, j'ai des problèmes aux vues, donc j'ai un handicap visuel. Je suis malvoyante, j'ai un œil qui ne voit plus et un autre qui voit un tout petit peu. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire ? Alors, je suis arrivée en Belgique, ça fait 10 ans maintenant. Et quand je suis arrivée, j'ai fait ce qu'on appelle l'équivalence et ils ont décidé de me mettre soit en 3e général ou soit en 5e professionnel. Et j'ai accepté d'aller en 5e professionnel parce que à l'époque, mes problèmes de vue n'étaient pas aussi graves que ça et je voulais être infirmière. Donc j'ai fait une 5e dans le domaine de tout ce qui est aide-soignante, aide familiale, etc. Et avec le temps, petit à petit, la vision a commencé à baisser et j'ai décidé d'arriver en 7e. J'ai décidé, après mon CESS, de me diriger vers le domaine du social. Donc j'ai fait une licence en tant qu'assistante sociale. J'ai commencé ma première année à l'ISFSC, mais qui ne s'est pas très bien passée. Du coup, je suis partie à Erasme
Et entre-temps, mon état s'est beaucoup plus aggravé. Et voilà, donc par rapport à mes études, je suis aidée par l'association Troisième Œil. Et concrètement, on m'aide à agrandir les cours, on m'aide à me réexpliquer certains cours si j'ai pas compris. On m'aide également par rapport aux travaux pour une rélecture, une correction, etc. Comment ça se passe à l'université? Je pense que actuellement c'est une période compliquée, déjà avec le Covid, mais mis à part ça, c'est pas évident parce que le domaine du handicap visuel, c'est pas comme tous les autres handicaps. Je pense que le handicap seulement, c'est quelque chose de compliqué, mais le handicap visuel, c'est quelque chose qui est, je pense, méconnu. Et c'est pas facile d'essayer de faire comprendre aux autres, aux profs, etc. que c'est vrai que je vois pas bien, mais c'est pas parce que j'ai par exemple un ordinateur qui me permet de zoomer que j'ai les mêmes chances que les autres. Je pars toujours j'ai l'impression que c'est plus compliqué, même malgré le matériel que j'ai, c'est compliqué parce que parfois il se met en panne, parfois il rame, parfois il y a des mises à jour et ça perturbe. Faut à chaque fois que je me remette à niveau et ça met en retard, sans compter le fait que à côté, je prends plus de temps à étudier, je prends plus de temps à rendre mes travaux, je prends plus de temps à faire tout ça en fait. Et c'est pas évident, malgré qu'à côté il y a des arrêtés, il y a des lois qui aident les personnes, enfin en situation de handicap en général, mais plus les personnes qui ont un handicap visuel. Mais c'est beaucoup plus compliqué dans la pratique. Parce que quand on lit les articles, les lois, on se dit c'est chouette, c'est bien, mais plein de profs ne sont pas formés à ça, ils ne le connaissent pas et souvent, si moi-même j'avais pas fait des recherches par rapport à ça, beaucoup de mes droits auraient été violés. On aurait ignoré beaucoup de mes droits, quoi. As-tu reçu des aides dans ton école? Mais en fait, il y a une cellule dans mon école qui s'appelle EBS et ils aident beaucoup les étudiants. Effectivement, ils sont là quand il y a un problème, etc. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ils ont souvent... Moi, par exemple, j'ai souvent peur de mettre à dos les profs, en fait. Et donc, même quand il me fait quelque chose qui n'est pas correct, je sais que je peux parler de ça à la cellule EBS. Mais le problème, c'est que si ce prof-là prend ça mal, j'ai peur après qu'il me le fasse payer. Et donc, parfois, je laisse tomber. Trouves-tu que les aides que tu as dans ton école sont suffisantes ou insuffisantes? C'est pas que c'est insuffisant, mais il y a parfois de la maladresse. Il y a, comme j'ai dit, le fait que justement ils savent pas réellement comment faire, etc. Ça amène de la maladresse, des incompréhensions, ce qui fait que c'est pas toujours évident. Connais-tu d'autres étudiants à besoins spécifiques? Pas des étudiants malvoyants, mais je connais une étudiante qui est dyslexique et qui bénéficie aussi de cette aide-là. Et oui, cette année, il y a quelques que je connais comme étudiante. Que voudrais-tu améliorer dans ces aides en général? En fait, je pense que ça serait intéressant de demander aux étudiants comment est-ce qu'on pourrait leur aider et de prendre en compte
leurs demandes. Parce que par exemple, on dit souvent que certaines de mes examens écrits, je pourrais les transformer en oral si j'en ai envie. Mais le problème, c'est que c'est pas adapté parce qu'un examen oral en temps normal, il va prendre peut-être 3-4 questions. Mais si on me transforme un examen écrit, c'est-à-dire parfois 7, 8, 10 questions en oral, c'est pas du tout la même chose. En fait, on me rajoute plus du boulot qu'autre chose, vous voyez. Donc, c'est pas parce qu'on m'a transformé un examen écrit en oral qu'on m'a aidé. Et j'ai l'impression que quand ils font ça, ils ont l'impression qu'ils me rendent un service, alors que non, c'est encore plus compliqué. Et donc, c'est plein de petits détails comme ça qui fait que je dis, ça serait peut-être mieux de demander à la personne comment voudriez-vous, par exemple, passer vos examens et d'en discuter et pas imposer. Parce que ça, j'ai déjà eu un prof qui débarque le jour de l'examen et qui dit ça en oral ou tu rates, quoi. Alors que c'est marqué dans la loi clairement, avant tout examen, vous devez informer l'étudiant des modalités, de l'heure de l'examen, de la date de l'examen, de comment ça va se dérouler, etc. Et je me dis, moi déjà qui suis en difficulté, on n'a pas à m'imposer ça comme ça, quoi. Donc ça serait bien le dialogue et de ne pas toujours comparer les étudiants en difficulté et les autres. Parce que moi, quand je demande de l'aide, généralement on me dit, mais si on vous accorde ça, c'est pas équitable par rapport aux autres, alors que les autres, ils n'ont pas de difficulté. J'ai l'impression que les autres sont plus favorisés dans cette situation que moi, quoi. Et c'est frustrant. Avez-vous quelque chose à partager sur le sujet? Rien à part le fait que, heureusement que les associations sont là, heureusement que j'ai le troisième œil. Et sinon, je pense que ça, c'est pas possible. C'est pas possible de devoir s'user, en fait, pour tout, vraiment tout, pour tout, et de ne pas être compris. Donc, le travail que fait les associations, le troisième œil pour les étudiants, c'est vraiment formidable et bonne continuation. Bonne écoute et à bientôt. Au revoir. Soraya, accompagnatrice bénévole à la SBL Le Troisième Œil, interviewée par Nora, étudiante à besoins spécifiques. Je m'appelle Nora, je suis moi-même étudiante à besoins spécifiques et je souhaiterais vous poser quelques questions concernant les étudiants à besoins spécifiques. Bonjour, je m'appelle Namlaghi Soraya, je suis juriste de formation et je suis accompagnatrice d'étudiants à besoins spécifiques au sein de l'ASBL du Troisième Œil. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'accompagnement? Alors tout d'abord, j'aide les étudiants à l'étude, je reformule leurs cours et je fais des synthèses, notamment en période d'examen. Je les aide à mieux comprendre leurs cours et pour l'étudiante à besoins spécifiques qui est malvoyante, là je lui lis les cours. Pouvez-vous nous dire pourquoi travailler avec des étudiants à besoins spécifiques? Notamment pour des raisons humanitaires, notamment car j'ai des personnes dans mon entourage qui eux aussi ont des besoins spécifiques et donc j'aurais aimé qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement tel que je propose. Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants? Alors, la première étudiante que je suis, elle est malvoyante, c'est-à-dire qu'elle ne voit vraiment presque rien, donc elle a besoin d'un zoomer pour lire. Et la seconde étudiante, elle a un trouble de l'apprentissage, elle n'arrive pas à mettre ses idées claires dans la tête, et elle n'arrive pas bien à retenir ses cours. Avez-vous ressenti de la détresse de la part des étudiants vis-à-vis de la crise sanitaire? Oui, notamment lorsque j'ai dû accompagner les étudiantes à réaliser des travaux, notamment les profs qui envoyaient des réponses vagues ou leurs réponses étaient trop tardives
et aussi les étudiants manquent de support. Trouvez-vous que les écoles et les universités font des efforts suffisants en termes d'inclusion? Non, je trouve qu'ils ne proposent pas assez d'aide pour les étudiants, notamment le fait qu'ils aient droit à un tiers-temps. Ils ne l'appliquent pas automatiquement et cela n'est pas correct. Et donc, ils devraient faire des efforts à ce niveau-là. D'accord. Vous nous aviez expliqué que vous étiez juriste de formation. Le cursus en droit est-il, selon vous, difficile d'accès pour les étudiants à besoins spécifiques? Oui, notamment en droit, tout ce qui est loi, législation, cela est très difficile pour les étudiants, notamment l'étudiante qui est malvoyante, vu que le droit est écrit en très petits caractères, elle a besoin d'énormément de temps pour lire juste un seul article qui pourrait faire juste une seule ligne. Ça lui prendrait au moins une dizaine de minutes et après il faudrait le comprendre. Donc je pense que le cursus du droit est un peu difficile, oui. Les étudiants vous ont-ils parlé de leurs difficultés liées à la crise sanitaire? Oui, le fait qu'ils aient cours en ligne, ça fatigue énormément les yeux. Là, ils avaient vraiment difficile à suivre. Ils étaient en décrochage scolaire, justement à cause de ça. Et voilà. En gros, c'est ça, le décrochage scolaire, la démotivation, le fait qu'ils ne doivent plus se lever le matin pour aller à l'école, mais juste de se lever et aller sur son PC depuis sa chambre, ça n'est pas motivant, je trouve. D'accord. Vous a-t-on parlé des éventuelles difficultés vis-à-vis de l'accessibilité des différents auditoires ou des stages? Non, pas de difficulté à ce niveau, mais l'étudiante qui est malvoyante, elle a vraiment besoin tout le temps de son PC ou de sa tablette parce qu'il y a un agrandisseur de caractères et sans ça, elle ne peut pas se retrouver dans les activités qu'on lui demande. Qu'est-ce que ça vous procure au quotidien d'aider des personnes à besoins spécifiques? Ben, ça me donne de la joie de les aider, justement, de voir leur réussite, de voir que je contribue un peu justement à cette réussite-là, que je donne ma main à la pâte aussi, qu'on forme une équipe pour réussir ensemble. Est-il un type d'handicap que vous appréhendez? Pour l'étudiante qui était malvoyante, là j'ai un peu appréhendé parce que chaque fois je devais lui lire tout ce qui était écrit sur Internet et de plus je devais aller moi-même sur le PC, sinon on allait perdre trop de temps avec son PC. Et là je devais taper tout moi-même pour tout ce qui était de ses travaux. Et l'autre étudiante qui a des troubles de l'apprentissage, là c'est vraiment difficile de lui faire comprendre le cours. Je dois reformuler de diverses manières et même tout ce qui est au niveau de l'orthographe, vu qu'elle n'arrive pas bien à assimiler, chaque fois je dois la reprendre. Et ça c'est un peu triste. Vous trouvez que cela peut être utile qu'il y a des étudiants à besoins spécifiques, qu'il y ait d'autres étudiants à besoins spécifiques? Oui, bien sûr, notamment les élèves qui ont déjà réussi leur année ou qui ont terminé leur cursus. Eux, ils pourraient justement aider ces élèves-là. Que voulez-vous mettre en avant par rapport aux difficultés liées au Covid-19 des étudiants à besoins spécifiques? Les aider, aller dans leur sens, vraiment se concentrer sur ces étudiants et les aider. Et notamment, comme je disais au début, quand on pose une question à leur prof, qu'ils soient un peu plus clairs dans leurs réponses parce que justement, ils ne comprennent pas toujours le message que le prof lui dit et donc leur relire et leur réexpliquer les questions s'ils ont un travail à faire. Bernard Jensen, coordinateur HE2B, Haute École de Bruxelles, interviewé par Hakim, membre de la SBL Le Troisième Œil. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre activité en tant que coordinateur de HE2B? Oui, bien sûr. Voilà, je m'appelle Bernard Janssens. Je suis le coordinateur des services d'aide aux étudiants. J'ai été enseignant, j'ai été directeur adjoint dans une école secondaire, puis je suis arrivé dans le supérieur.
Et voilà, toujours à la recherche de donner du sens à mon travail dans le milieu de l'enseignement. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à vous parler aujourd'hui de la HE2B et de l'activité de coordinateur du service d'accueil et d'accompagnement, plus particulièrement aujourd'hui. Alors mon travail est un travail, je l'ai dit, d'équipe, en interne, avec les collègues, avec des réunions mensuelles, voilà, avec une partie de mon temps qui est simplement être à disposition, être disponible pour les collègues qui rencontrent des problèmes pour essayer de trouver des solutions ensemble, mais aussi un travail d'équipe en externe, puisqu'on rencontre d'autres responsables des services d'accueil et d'accompagnement, d'autres hautes écoles et universités, notamment au sein de la CHESI, qui est la Chambre d'enseignement supérieur inclusif. Et donc c'est toute cette mise en réseau qui fait que on travaille tous, je dirais, en tout cas énormément d'intervenants travaillent dans le même sens, en partageant des expériences, pour essayer de faire avancer la cause de l'enseignement inclusif. Alors il y a une deuxième partie du travail qui est plus un travail de veille, d'être attentif à ce qui arrive comme textes légaux. Est-ce que ce que l'on met en place a une certaine efficacité, donc on évalue régulièrement les dispositifs que l'on met en place. On essaie de contribuer à un certain type de recherche-action, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, on essaie quelque chose, on en tire les conclusions, on essaie d'améliorer, de partager ça avec d'autres et ça c'est plus un travail de fond pour essayer d'être de plus en plus performant. Et puis il y a une partie service, il y a le travail d'équipe, il y a le travail de veille, mais aussi un travail, je dirais, de service, être au service des collègues pour chacun ne réinvente pas la roue de son côté. Je veux dire par là que on essaye d'avoir des documents identiques pour toute la haute école en ce qui concerne le PAI, donc le plan d'accompagnement individualisé, la demande d'accompagnement. On essaye de faire des statistiques pour l'ARES qui soient le plus proche possible des cohortes, etc. Donc rédiger tous ces documents, ça c'est plus le travail du coordinateur. Assurer un suivi des défraiements avec le service comptabilité pour les intervenants, accompagnateurs pédagogiques, pour qu'ils soient rémunérés pour leur peine. Et il y a aussi évidemment une part communication. Comme aujourd'hui, voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Ça fait aussi partie du service accueil et accompagnement. Voilà pour votre question. J'espère que j'ai été complet quant à mon activité en tant que coordinateur de la HE2B. Merci. Et je vous posais la deuxième question. Pourquoi vous avez choisi ce travail auprès des étudiants d'un besoin spécifique? Ok. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler avec des étudiants à besoins spécifiques? Parce que je crois que depuis que je suis enseignant, l'élève qui m'intéresse le plus, ou l'étudiant qui m'intéresse le plus, c'est l'étudiant qui est difficile. L'étudiant pour qui ça tombe tout seul, quelque part, il n'y a pas besoin de nous. Bien sûr, on est dans la relation avec tout le monde, mais je veux dire que celui qui travaille, par exemple, et qui n'obtient pas de résultat, celui qui a moins de facilité que d'autres, ce sont ces élèves-là, ces étudiants-là qui m'ont toujours intéressé tout au long de ma carrière. Et donc voilà, une fois que je suis arrivé dans l'enseignement supérieur il y a un peu plus de 10 ans, cette fibre, cette sensibilité aux étudiants qui ont moins facile que d'autres, du moins apparemment, m'ont toujours... voilà, c'est ça qui m'a interpellé. Et donc, j'ai travaillé dans le service d'aide à la réussite. On s'est occupé, bien sûr, d'étudiants à besoins spécifiques avant même que le décret de 2014 n'arrive. Mais voilà, quand le décret est arrivé, on a
on a mis en place le service d'accueil et d'accompagnement. Et c'est comme ça que je suis arrivé à m'occuper plus particulièrement d'étudiants qui étaient enfin reconnus avec un statut d'étudiants à besoins spécifiques ou à handicap, dont on a choisi de s'occuper pour les inclure le mieux possible dans l'enseignement supérieur. Voilà. Et j'en suis bien heureux de faire ce choix. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur votre travail? Alors, le nombre de demandes d'accompagnement et puis la crise sanitaire. Le nombre de demandes d'accompagnement, en fait, pour à peu près 4000 étudiants dans la Haute École Bruxelles-Brabant, donc la HE2B, nous avons 170, nous avions l'année passée, parce que je n'ai pas encore fait les statistiques pour cette année-ci, nous avions l'année passée 170 demandes d'accompagnement qui ont été introduites et toutes acceptées. Alors, si je précise quelque peu les chiffres, il y avait 130, sur les 170, 130 étudiants disent souffrir de troubles de l'apprentissage. Il y en a une vingtaine qui déclarent une maladie invalidante et il y en a une dizaine qui déclarent des déficiences auditives, visuelles ou motrices. Et puis il y a quelques autres cas, puisque le total ici ne fait que 160. Donc la toute grosse majorité sont des troubles de l'apprentissage. Et puis il y a les maladies invalidantes et les déficiences auditives, visuelles ou motrices. Voilà, donc ça c'est pour les demandes d'accompagnement. Alors est-ce que la crise sanitaire a eu un impact ? C'est très très compliqué comme question. J'ai suivi et co-organisé une demi-journée fin janvier au sein de la HESI sur le thème l'impact de la pandémie sur les étudiants à besoins spécifiques. Et ce qu'il en a résulté, c'est que certains étudiants l'ont plutôt mal vécu, mais ils sont rares, et j'en parlerai peut-être plus tard. Ce sont surtout les étudiants sourds et malentendants. Et les autres étudiants ont trouvé une manière de s'arranger avec ce qui était mis à leur disposition pour le distanciel, parce qu'ils géraient mieux leur temps, ils avaient moins de déplacements aussi. Et donc, mon travail a été de garder contact plutôt avec les étudiants. Enfin, quand je dis mon travail, c'est le travail de l'équipe, notre travail de tous les collègues qui sont impliqués dans le service d'accueil et d'accompagnement. Ça a été de garder contact avec les étudiants pour être sûr qu'on ne les perde pas, entre guillemets, qu'ils ne décrochent pas et qu'on puisse répondre à leurs difficultés. Voilà. Donc c'est un changement de moyens de communication avant tout, au lieu de pouvoir recevoir les étudiants dans un bureau sur notre lieu de travail. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont dû se faire via Skype, Zoom, Meet, Teams et compagnie. Et donc ça a changé. Et pour les étudiants, j'en reparlerai peut-être plus tard. Voilà, ça a été pour certains plus difficile, pour d'autres pas nécessairement. Alors, la crise sanitaire a accéléré la précarité estudiantine et la détresse psychologique, ça c'est sûr, bien sûr. Alors, est-ce que les étudiants à besoins spécifiques ont été davantage touchés par cette situation ? Eh bien, d'après les enquêtes, les questionnaires qu'on a envoyés à nos étudiants, la réponse est non. Les étudiants à besoins spécifiques n'ont pas exprimé davantage que d'autres une précarité ou une détresse. Tous, à mon avis, ont souffert et souffrent encore de ce distanciel et de toutes
toutes les difficultés ou changements que ça a impliqué, je dirais que par rapport à l'année passée à la même période, quand on est rentré en confinement, au mois de mars 2020, les étudiants avaient vécu de septembre à mars déjà quelques mois où ils avaient pu prendre des repères, faire connaissance avec des condisciples, voilà, et ceux qui sont rentrés en septembre cette année-ci ont eu, eux, à mon avis, plus de difficultés car ils ont très peu vécu dans les murs des hautes écoles. Ils ont directement été confrontés au distanciel. Et donc, il y avait moins de solidarité possible entre eux, moins d'échanges possibles entre eux, puisque, je parle des élèves, des étudiants qui sont rentrés en première, donc la mayonnaise n'avait pas eu le temps de prendre quelque part. Ils n'avaient pas appris à se connaître, ils n'avaient pas su créer une culture commune avant d'être obligés de rester chez eux. Donc, si la crise sanitaire, et elle a certainement fait augmenter la précarité et la détresse, je ne crois pas que les étudiants à besoins spécifiques, en tout cas, ils ne nous ont pas parlé de ça. Je crois que ceux qui ont le plus de difficultés sont les étudiants de première, qu'ils soient à besoins spécifiques ou pas. Voilà. Merci. Je vous en prie. Certains cursus scolaires ont-ils des difficultés à accéder pour les étudiants qui ont besoin spécifiques? Alors, est-ce que des cursus scolaires sont plus difficiles d'accès pour les étudiants à besoins spécifiques? Je dirais oui et non. Ça dépend vraiment et du handicap et de la filière et du projet de l'étudiant. Je veux dire par là que un étudiant qui aurait un problème de déficience motrice, par exemple, au niveau des bras ou des jambes, aura, à mon avis, très difficile, voire peut-être impossible, à réaliser des études de kiné, par exemple, parce qu'il y a énormément de séances de physiologie palpatoire. Par exemple, il faut savoir employer ses mains et ses doigts pour être kiné. Et donc, quelqu'un qui aurait un problème moteur, à mon avis, ce serait quand même assez compliqué d'acquérir les compétences attendues pour ce type d'études-là. Par contre, je vous ai dit qu'on avait organisé en janvier une matinée sur le thème des étudiants à besoins spécifiques et le Covid. Et il y avait là une jeune ergothérapeute aveugle, jeune diplômée, et donc elle a réussi à faire des études en tant qu'aveugle d'ergothérapie, et elle disait avec un certain humour que lorsque un professeur en stage lui a dit « mais tout le monde doit savoir employer une scie sauteuse », elle lui a répondu quelque chose du style il y a des impératifs de sécurité qui m'empêcheront en tant qu'aveugle d'employer votre scie sauteuse, c'est de trouver autre chose comme activité pour pouvoir juger de certaines compétences. Voilà. Donc, je dirais que tout est possible en termes de projet d'études, mais je dois bien constater que les étudiants qui ont des difficultés relationnelles, par exemple, on retrouve ces étudiants dans des études qui justement font plus appel au relationnel, comme si un manque pouvait être comblé non seulement par les études, mais rencontrer le fait d'aller vers des études qui nous paraissent peut-être difficiles renforce, l'étudiant cherche à renforcer ses propres capacités en faisant ça. Voilà, mais quelqu'un qui aurait connu, je sais pas, on peut imaginer que des étudiants, que ce soit à besoins spécifiques ou pas, qui aient connu
beaucoup d'ingénieurs qui, dans leur jeunesse, se disent bon, moi je vais faire des études de droit ou quelque chose comme ça, quelque chose qui a à voir avec le droit. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc des étudiants à besoins spécifiques qui ont rencontré des difficultés pourraient vouloir investir des études qui rencontrent ou qui pallieraient les difficultés qu'ils ont rencontrées. Voilà, maintenant, difficile d'accès. Oui, j'imagine que quelqu'un qui est aveugle aurait probablement, ou sourd, aurait probablement des grosses difficultés à faire des études dans le domaine pédagogique pour devenir enseignant, parce que comment gérer des classes en imaginant qu'on soit à un moment donné seul, appelé à le faire, quand on est aveugle ou sourd. Voilà, il faut être à ce moment-là créatif en termes de communication, et ça me semble difficile à imaginer, mais de nouveau, il y a des cas qui existent, et donc ça veut dire que quelque part tout est possible, et aussi un diplôme qui est attribué en fin de cursus n'amène pas nécessairement au métier au métier mentionné sur le diplôme. Je veux dire, quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur industriel n'est pas obligé de travailler comme ingénieur industriel. Il peut se trouver une passion pour autre chose, être dans les relations humaines, donc on peut imaginer que quelqu'un qui a un handicap suive des études pour se réaliser lui, et puis les compétences qu'il a acquises, il les met au service d'une cause qui n'est pas nécessairement directement en lien avec le diplôme qu'il a acquis. Donc comprenez-moi bien, je n'ai pas dit qu'il était impossible pour un aveugle ou un sourd de devenir enseignant, je dis simplement que ça probablement sera plus difficile, et pour le parcours des stages entre autres, et l'idée qu'on se fait de la vie professionnelle, mais son projet professionnel peut être totalement différent, et le diplôme est un tremplin vers autre chose. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On va passer à la dernière question. Quel est l'accompagnement peut-on s'attendre à recevoir lorsqu'on est, par exemple, dyslexique ou placé en prothèse de handicap? Alors, l'accompagnement auquel on peut s'attendre. Je vais répondre par une boutade. On peut s'attendre à rien et à tout. Je veux dire, je l'ai déjà mentionné à un moment donné, il n'y a pas de menu. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on dit « Ah tiens, toi tu es dyslexique, voilà le menu pour un dyslexique. Ah tiens, toi tu souffres du handicap A, voilà le menu pour le handicap A. Toi tu souffres du handicap B, voilà le menu pour le handicap B. » Chaque personne vit son handicap à sa manière quelque part et à son niveau. Un dyslexique n'est pas nécessairement un autre dyslexique. Chacun a développé des stratégies plus ou moins handicapées par la dyslexie. Et donc, c'est vraiment un dialogue entre l'étudiant. Je dis toujours l'étudiant, mais bien sûr, ça peut être l'étudiante aussi. Je ne fais pas les questions de genre ici. Donc, le plan d'accompagnement individualisé va être personnel. C'est bien ça, un plan d'accompagnement individualisé, c'est pas un plan d'accompagnement global. Donc c'est la personne, l'individu, qui est rencontré dans ses difficultés, et avec le service d'accueil et d'accompagnement, et plus particulièrement les opérateurs sur chaque site, sur chaque campus, va en début d'année rencontrer la personne, l'étudiante ou l'étudiant à besoin spécifique, et lui dit voilà, tu as fait tel type de demande vu ton handicap, on va passer les choses en revue, de quoi as-tu bénéficié dans le passé, voici la nouvelle situation, parce que c'est aussi difficile pour les étudiants qui arrivent dans l'enseignement supérieur d'imaginer ce dont ils pourraient avoir besoin, parce qu'ils ont évidemment l'expérience du secondaire, mais le secondaire, c'était en classe d'une vingtaine, une trentaine d'élèves. Dans le supérieur, on peut arriver à des auditoires de plusieurs centaines. Alors, est-ce que le vécu et les
solutions qui ont été apportées sur les dernières années est en adéquation avec la nouvelle réalité. Ce sont des questions qu'il faut pouvoir poser aux étudiants. Il faut essayer de leur faire imaginer ce que pourrait être leur avenir et en fonction de ça, voir s'ils ont des besoins particuliers qu'ils peuvent exprimer et nous imaginer des solutions pour rencontrer ces besoins-là. Donc, il n'y a pas d'accompagnement auquel on peut s'attendre. Tout est possible pour autant que ça reste quelque chose de raisonnable, évidemment. Et en question de... C'est une question d'organisation, je vais prendre un exemple assez simple, je crois. Un étudiant dit, bon voilà, moi, vu les troubles dont je souffre, pour les examens, j'aimerais bien pouvoir être isolé dans un local. Ça veut dire que ça demande probablement une personne, si c'est en présentiel en tous les cas, une personne supplémentaire pour surveiller. Imaginons qu'il y ait une dizaine d'étudiants qui demandent à être isolés. Mais si on peut mettre les 10 étudiants isolés dans un local, ça ne demande jamais qu'une personne. Mais si la conception de l'isolation, c'est vraiment moi seul dans un local, il faut trouver en même temps qu'un grand local pour la majorité des étudiants, 10 petits locaux et 10 personnes qui pourraient surveiller chaque étudiant en particulier. Là, c'est irraisonnable d'un point de vue d'organisation. Donc là où un étudiant aurait fait cette demande et ça aurait pu être admis, aussi c'est admis sans doute, mais là où 10 étudiants demanderaient la même chose, ça devient irraisonnable, ce n'est plus organisable, et là, donc ça ne fera pas partie du plan d'accompagnement individualisé. Non pas qu'on ne le veuille pas, mais ça devient inorganisable pour 10 étudiants, alors que pour l'un, ce l'est. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. C'est vraiment dans le rapport à l'individu que l'on imagine les réponses aux besoins, les faits, le nombre peut aussi jouer bien sûr dans la décision et dans les budgets que ça implique et compagnie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie de m'avoir donné un peu de votre temps. Et je vous avec plaisir. Merci de vos explications et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Cindy Magnin, neuropsychologue et logopède, coordinatrice d'une plateforme en intégration pour étudiants à besoins spécifiques, interviewée par Ashraf, membre de la SBL Le Troisième Œil. Bonjour, je m'appelle Yusra. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour participer à notre émission. Et donc, j'aimerais vous poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Cindy Magnin, je suis logopède, neuropsychologue et j'ai la chance aussi d'être l'une des coordinatrices d'une plateforme d'accompagnement en intégration, donc de jeunes à besoins spécifiques à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Que pourriez-vous nous dire à propos des étudiants à besoins spécifiques ? Qu'est-ce que je peux dire des étudiants à besoins spécifiques ? Mais déjà que je trouve que j'ai la chance de participer à un processus où on avance de mieux en mieux pour la reconnaissance des élèves à besoins spécifiques et la mise en place de procédures pour qu'ils aient accès à des aménagements raisonnables de plus ou moins grande qualité. Donc voilà, ça fait déjà quelques années que je suis moi-même, j'ai été pendant des années accompagnatrice en intégration et maintenant je suis l'une des coordinatrices d'une plateforme d'accompagnement. Et donc, je peux voir que de plus en plus dans les établissements, on arrive à accompagner et à mettre en place des procédures pour qu'au moyen de documents tels que des PIA, voilà, tous ces documents sont amenés à changer de nom, mais au moyen de procédures établies et officielles, on puisse donner une place réelle aux élèves en intégration, en enseignement ordinaire. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est clair, c'est évident qu'il y a des disparités énormes en fonction des écoles, mais aussi des milieux socio-économiques, du fait que les parents peuvent suivre ou non leur enfant et aussi se battre pour la reconnaissance de leur statut élève spécifique, élève à besoins spécifiques. Mais voilà, ce que je peux dire en tout cas, c'est que
on est actuellement dans une mouvance où l'inclusion est de mise. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que va le projet de la mise en place des pôles territoriaux, même s'il y a beaucoup de choses qui sont très anxiogènes avec la mise en place des pôles territoriaux là, dans un an par le gouvernement, qui sera dans une mouvance de réformer l'intégration pour plus d'inclusion. Là où je m'interroge, c'est où seront les moyens, parce qu'on va rester avec les mêmes moyens qu'on a actuellement d'intégration. Donc, j'ai un gros point d'interrogation sur vraiment le fait qu'on puisse avoir les moyens d'y arriver entièrement. Mais on voit qu'en Belgique, en tout cas, ça bouge. Trouvez-vous que les écoles et les enseignants sont assez formés et sensibilisés à l'intégration des étudiants en besoins spécifiques? Pas du tout, mais pas du tout. Donc, il faut bien se rendre compte qu'actuellement, si les établissements ont des profs qui sont formés, ça n'est qu'une question de personnes et d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que la direction y est sensible et met en place des formations pour son équipe de profs? Est-ce que le prof rencontre lui-même cette problématique dans son quotidien ou dans sa famille et que donc il fait des formations par lui-même pour être formé aux troubles 10 et aux aménagements? Donc actuellement, il n'y a pas d'obligation ou de procédure dans les écoles pour que les équipes soient formées et soient réceptives quand on reçoit un bilan avec des informations sur des aménagements à mettre en place. Donc, ça n'est qu'une question de personnes et de bon vouloir, je dirais. Donc ça, c'est vraiment tout à fait regrettable. Donc nous, par exemple, au sein de notre plateforme d'intégration, moi, je suis l'une des personnes qui va former les enseignants dans les écoles. Je dirais même que c'est un combat de se dire d'avoir le droit à la formation aux élèves à besoins spécifiques, aux handicaps invisibles, parce que c'est ça qui est assez terrible pour beaucoup de ces étudiants, c'est que on entend « mais non, mais… » En fait, mais ça va, ils vont bien. Regardez, il sait lire un petit peu, il sait écrire. Il faut qu'il fasse un peu plus d'efforts. Non, ils sont majoritairement touchés par des handicaps vraiment qui ne sont pas visibles et on a du mal parfois à comprendre la mécanique de leurs difficultés. Et donc, actuellement, les enseignants sont formés si eux sont allés en faire des formations ou si, par exemple, il y a un processus d'intégration et que la plateforme d'intégration veut bien mettre à disposition une personne qui vient former, je dirais, un petit peu gratuitement les enseignants sur des temps de midi, sur une petite formation sporadique de temps en temps, mais on est bien loin du compte de pouvoir avoir des équipes d'enseignants qui sont réellement formés. Quand je parlais tout à l'heure des pôles territoriaux, c'est l'un des projets justement de la ministre. Donc la ministre nous dit, avec la mise en place des pôles, ce qu'on attend, c'est de l'inclusion, c'est de l'accompagnement des professeurs à la mise en place des aménagements raisonnables. Oui, ok, sur le papier, mais il va nous falloir des heures pour faire ça et on est loin de ce qu'il nous faudrait pour pouvoir accompagner tous les établissements qui existent. Mais je dois quand même avouer que, étonnamment, dans le supérieur, les universités et les hautes écoles ont mis assez rapidement des procédures en place depuis le décret de 2017 sur la mise en place d'une nouvelle procédure des aménagements raisonnables et que, étonnamment, il y a quand même de plus en plus d'accès pour les étudiants du supérieur. Alors que dans le secondaire, il y a actuellement beaucoup d'établissements qui sont encore à la traîne. Moi, de part de ma formation de logopède neuropsychologue, ça faisait déjà un petit temps que je travaillais en indépendante en cabinet. Et j'avais la sensation d'être bloquée à la porte de mon cabinet, en fait. Je disais, pour transférer dans le quotidien, il faudrait faire ça. Les contacts avec l'école, je faisais des contacts, mais je sentais bien qu'on me disait oui. Et puis, qu'il ne se passait pas grand-chose à l'école. Et puis, j'ai eu l'occasion d'être engagée dans une équipe d'intégration, il y a 6 ou 7 ans maintenant. Et là, j'avais un pied dans l'école. Et je suis un peu en mode bulldozer. Donc, si j'ai une idée dans la tête, c'est là que j'ai vraiment vu sur le terrain, tiens, mais ce jeune, il a besoin d'un ordinateur en classe, comment est-ce qu'on va le mettre en place? À l'extérieur, la famille, il faut qu'elle fasse la démarche avec une ergothérapeute, ok, mais comment est-ce qu'on va faire en sorte que cet outil soit mis en place au service de l'élève et qu'avec la réalité de classe de l'enseignant, on arrive à combiner quelque chose tous ensemble? Parce que c'est ça qui est difficile, en fait. C'est les enseignants, ils ont tellement de choses à gérer qu'on leur demande de plus en plus de faire de la différenciation individuelle, alors que je n'ai pas la sensation que ce soit la clé non plus à long terme de voir les choses comme ça. Mais en tout cas, j'essaye de leur faire part de
de pouvoir leur faire part de ma propre expérience et de mes notions théoriques sur comment on peut mieux accompagner et qu'est-ce qui peut profiter au reste de la classe. C'est ça qui m'anime vraiment, parce que je dépasse la porte de mon cabinet et je vois vraiment que mon intervention a un impact dans la vie du jeune, dans sa vie de tous les jours, et que je peux aller faire de l'information au quotidien aussi dans les écoles, mais que je peux aussi atteindre les parents dans ce processus-là en tout cas. Avez-vous une anecdote à nous raconter à propos d'un de vos étudiants à besoins spécifiques? Alors oui, j'en aurais plein, mais j'ai essayé d'en choisir une. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc je vais souvent, on va souvent avec nos collègues faire des informations sur le fonctionnement d'un jeune et sur ses besoins. Donc parfois, on va en classe pour expliquer aux autres jeunes parce qu'il peut y avoir des problèmes de moquerie ou même de harcèlement. Et parfois, on va dans l'école faire une info aux professeurs, à tous les profs du jeune sur son fonctionnement. Et je vais dans une école où le professeur de maths, donc ça concernait un élève qui est dyspraxique. Donc la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination motrice qui fait qu'on a des difficultés, enfin, on peut avoir des difficultés pour écrire, pour se repérer dans l'espace, mais tout ce qui est de l'ordre de la géométrie, par exemple, mais aussi poser des calculs. Voilà, en mathématiques, il peut y avoir plusieurs types de difficultés. Le prof de maths était à cette information. Il était vraiment bras fermés, pas du tout réceptif au fait même que je vienne expliquer le fonctionnement du jeune, vraiment avec un discours assez typique qu'on peut entendre régulièrement. Oui, mais il faut qu'il fasse plus d'efforts, il procrastine, de toute façon, même si on fait les aménagements, il n'y arrivera pas mieux. Enfin, voilà. Donc complètement renfermé. Et donc, je fais toute une présentation d'une 30aine de minutes sur la dyspraxie. Et puis, je vois ce monsieur qui, au début, était complètement fermé, tout doucement, un petit peu, me poser de plus en plus de questions du style, mais est-ce que quand on est dyspraxique, on a du mal à faire ses lacets, à faire du vélo quand on est petit? Et je comprends au fur et à mesure que ce monsieur est en train de se poser des questions par rapport à quelqu'un qu'il connaît. Et il s'est soldé de cette intervention que ce monsieur est venu me voir en individuel pour me poser plein de questions et que cette présentation lui a permis d'ouvrir plein de portes. Et je pense que pour ce jeune, ça a été vraiment génial parce que enfin, ce professeur était partenaire, était OK pour mettre en place des aménagements, mais c'est parce que ce monsieur a compris aussi une situation où il n'avait pas les clés avant. Et donc, je pense que les élèves à besoins spécifiques permettent ça aussi, permettent d'ouvrir plein de nouvelles portes, de voir aussi que quand on a un type de difficulté dans une compétence, on a plein d'autres compétences qui viennent faire qu'on a des forces, que ce sont des jeunes créatifs qui ont plein de choses à apprendre au groupe. Et je trouve que c'est une belle anecdote parce que ici, on venait demander des choses au professeur et finalement, c'est le professeur qui a appris plus qu'il ne pensait. Avez-vous des exemples de réussite des étudiants qui vous ont marqué? Mais écoutez, j'en aurais plein des anecdotes. On a un jeune qui a tellement galéré dans ses premières années de secondaire. L'école n'arrêtait pas de dire donc il a un trouble du langage, ce jeune. Donc quand il s'exprime, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de fautes dans ses phrases, qu'il n'a pas le mot qu'il voudrait exprimer, qu'il n'est pas toujours adéquat dans la manière de s'adresser. Et il voulait devenir éducateur. Donc vous imaginez bien que éducateur, c'est quand même un milieu où il faut être maître de sa parole et voilà, mais on l'a soutenu dans son projet, on l'a accompagné durant tous ses secondaires. Et chaque année au conseil de classe, les professeurs nous disaient jamais il passera son CESS, jamais il ne l'aura, jamais il aura ses stages. Enfin, très défaitiste et on poussait, on demandait tout le temps des coups de main par rapport aux évaluations parce qu'on a vraiment des profs qui ont mis des bâtons dans les roues pour le coup dans cette situation. Et ce jeune, il a réussi ses stages, mais brillamment, parce qu'en fait, oui, il a des difficultés de langage, mais ça l'obligeait à être tellement créatif, à faire des ateliers qui n'avaient jamais été pensés de la sorte pour les enfants. Et parce qu'en fait, comme il avait des difficultés de langage, il passait par d'autres canaux aussi au niveau de la sensorialité pour faire des activités avec les jeunes. Et il a même travaillé dans le milieu du handicap en stage et il a été brillant. Et
ce jeune a réussi son CVSS haut la main. On est hyper fiers de lui. Et donc, il a fait option animateur et maintenant, il va vraiment en haute école d'animateur. Et voilà, si on avait écouté les profs en première, deuxième, secondaire, on arrêtait tout et on lui proposait un autre type d'option, quoi. Et des situations comme ça, j'en ai plein sous le coude. Le processus de l'intégration, malheureusement, on va de moins en moins en avoir, même s'il y a quelques nouvelles qui sont rassurantes, mais on ne va pas tout perdre. Donc, l'intégration ne va pas s'arrêter. On va toujours pouvoir continuer à faire l'intégration à partir du spécialisé. Donc, quelqu'un qui a été en spécialisé pourra toujours venir en école ordinaire et avoir un processus d'intégration. Mais pour les autres élèves, on pourra faire de l'accompagnement aux aménagements raisonnables, mais on n'aura plus d'heures en individuel. Et ça nous met en difficulté parce que pour accompagner les jeunes de la sorte, c'est pas suffisant de demander 4-5 aménagements aux profs. Parce qu'il faut qu'on aide les jeunes à comprendre de quoi ils ont besoin, qu'ils puissent eux le formuler. Vous voyez, on est tout dans le processus d'autonomie, de métacognition, d'apprendre à se connaître, quelles sont mes forces, mes faiblesses. C'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi. Et donc, voilà, je crois en ce qu'on fait, mais j'ai un petit peu peur au niveau des annonces gouvernementales avec le pacte d'excellence et de la mise en place des pôles territoriaux, qu'on n'ait plus la même qualité de travail à ce niveau-là. Mais je reste optimiste. Attention. Si vous avez une phrase de conclusion, quelle est-elle? Une phrase de conclusion. Moi, j'aimerais dire à tous les élèves à besoins spécifiques qu'ils ont une force en eux incroyable et que cette résilience qu'ils sont en train de développer, parce que ils doivent mettre plus d'énergie que les autres pour faire le même chemin, toute cette résilience qu'ils sont en train de développer, elle va d'office leur apporter des tas de compétences qu'ils pourront réutiliser dans plusieurs domaines de leur vie plus tard, et que quel que soit l'aménagement dont ils aient besoin, le fait de savoir l'utiliser, c'est ça qui est attendu. Donc là, je m'adresse plus particulièrement aux jeunes qui ont parfois peur d'être stigmatisés avec l'utilisation d'un PC ou un quelconque aménagement. Cet aménagement, il vous permet d'utiliser votre résilience et d'avancer face aux obstacles. Donc, vous y avez le droit, c'est tout à fait légitime, donc prenez. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci aux invités pour la qualité de vos interventions et aux membres de la SPL pour la qualité de vos questions. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Bablut, merci de votre écoute. Nous vous disons à très bientôt pour un autre sujet aussi intéressant.